Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour Futurapolis Planète, toujours en direct du Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle que vous pourrez, au terme de cette table ronde, de la table ronde qui va suivre, poser toutes vos questions à nos invités grâce au QR code que vous avez trouvé sur vos chaises ou qui va s'afficher régulièrement sur les écrans autour de nous. Alors, on va ouvrir cet après-midi de débat avec une table traditionnelle pour Futurapolis. On consacre toujours chaque année une table consacrée au sexe. Seul à deux avec un jouet, jamais les 1001 façons de jouir. Abstinent de tous les pays, unissez-vous, tel semble être le mot d'ordre de la jeune génération, loin des velléités charnelles des 68 arts. Dans le cadre d'un baromètre annuel réalisé par l'IFOP en 2022, on apprenait en effet que 43% des 15-24 ans interrogés n'avaient pas eu de rapport sexuel au cours des 12 derniers mois, tandis que 44% n'avaient, entre guillemets, consommé qu'avec un seul partenaire. Aux États-Unis, il en va de même. Entre 2000 et 2018, le pourcentage de garçons âgés de 18 à 24 ans déclarant n'avoir eu aucune activité sexuelle au cours de l'année écoulée est passé de 19% à près de 31%. S'agit-il dès lors d'un phénomène mondial et pérenne? Quelle différence y a-t-il entre abstinence voulue, forcée et asexualité? Plus largement, comment jouit-on en 2022? Voici toutes les questions auxquelles vont répondre nos invités. Au premier rang desquels Magali Crozet-Calisto, psychologue, addictologue, sexologue et autrice, qui a sa dernière parution, c'est Les Révolutions de l'orgasme, aux éditions de l'Observatoire. En visioconférence, Coralie et Jérémy, un jeune couple asexuel, et également en visio et en direct live de Genève, Agnès Giard, anthropologue rattachée à l'Université de Paris-Nanterre. Et notre modérateur sera Loïc Rivalin, journaliste et programmateur de Futurapolis Planète. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, merci. Merci à Boris, merci. Bonjour, je vois en Zoom Coralie et Jérémy qui m'entendent sûrement. On est ravis de vous avoir, on va aller vous voir parce que vous êtes un couple passionnant et un couple très intéressant puisque vous êtes un couple qui revendiquait donc votre asexualité. On va aller voir dans quelques minutes. On va partir aussi au Japon avec Agnès qui sera aussi en Zoom avec nous pour nous parler du boom des mariages virtuels, les jeunes filles japonaises qui se marient au Japon. Donc aussi un voyage assez étonnant dans cette zone géographique et cette carte du tendre. Et puis avec vous, Magali, on va se demander quelles sont les nouvelles formes de sexualité aujourd'hui en 2022. Alors je ne sais pas si vous le savez, on le voit derrière nous avec ces images générées par l'IA. Le thème cette année de Futurapolis Planète, c'est le plaisir. On a parlé du plaisir de la table, on va parler dans une heure du plaisir du vin, on va parler des loisirs, on a parlé de l'histoire du plaisir, de la sobriété, est-ce qu'elle est compatible avec le plaisir? Et évidemment, il fallait parler de sexe. Et là, quelle ne fut pas notre stupeur lorsqu'on regarde en 2022 les dernières statistiques dont Boris nous a parlé. Je m'attendais vraiment, en parlant avec vous, et on va peut-être le faire aussi un peu, à découvrir le polyamour, des nouvelles formes de sexualité, à avoir une jeune génération voilà, qui tente des choses. Et puis, en fait, ce qui ressort, c'est ce dont on vient de parler, peu de sexe. Alors, est-ce que les jeunes ne font plus l'amour? Est-ce que les Français ne font plus l'amour? Est-ce que vous pouvez nous rassurer ou pas sur cette question, Magali Crozet-Calisto? Bonjour et merci de votre invitation. Bonjour. Alors effectivement, c'est un thème passionnant, la sexualité, parce qu'on voit que depuis une trentaine d'années, tout est en train d'être redistribué. Au niveau des définitions, au niveau des pratiques,
l'arrivée d'Internet a totalement remodulé, redistribué les cartes au niveau des comportements sexuels dans notre société. La pandémie aussi. Et au niveau donc de la définition de la sexualité, on voit de plus en plus de personnes qui viennent consulter pour parler de alors, comment on va l'appeler justement? Orientation, phénomène, effet de mode, quelque chose qui est là depuis toujours, oui aussi, mais dont on parle un peu plus. Donc ces personnes se posent des questions, les personnes se posent des questions, les jeunes mais aussi les moins jeunes. Et en cabinet, on a une nouvelle génération, on va dire la génération Z, donc les plus jeunes actuellement, qui revendiquent facilement une asexualité, alors que les générations précédentes vont plutôt parler d'abstinence, ne vont pas forcément parler d'asexualité. Donc, les Français, est-ce qu'ils font l'amour encore ou pas? Oui, mais de manière différente. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Abstinence, asexualité, c'est juste une manière différente de nommer où ça recouvre des réalités très différentes et peut-être une perception différente? Alors, les deux. Voilà. L'abstinence va correspondre à une abstinence soit choisie, soit subie. Et toute la différence va être là. Pour les personnes qui connaissent l'abstinence, ça veut dire qu'ils n'ont pas de rapport sexuel. Si l'abstinence est subie, c'est un petit peu la double peine en général, parce qu'une personne qui n'a pas de rapport sexuel et qui en souhaite, donc elle va être soumise à ce contexte extérieur. Alors, pandémie, rupture de couple, divorce, baisse de libido, c'est la première des demandes en cabinet de sexologie, hein, c'est pour une hypolibido actuellement. Donc l'abstinence subie, c'est la double peine parce qu'il y a un regard social aussi qui a tendance à être un petit peu inquisiteur ou alors qui ne comprend pas pourquoi les personnes sont abstinentes. Donc une souffrance personnelle parfois. Et une souffrance du conjoint. Et une souffrance, alors quand, voilà, en couple, on voit de plus en plus que cette abstinence ou cette hypolibido, maintenant, se transforme en une nouvelle définition qui est asexuelle. Asexuel, ça veut dire je n'ai pas de désir pour mon ou ma partenaire et je le vis. J'essaye de le vivre du mieux possible et ça peut être considéré aussi comme une orientation sexuelle aujourd'hui. Alors, il faudra voir parce que tout est nouveau, hein, on n'en parlait pas il y a quelques années. Ce sont des termes qui arrivent, des nouvelles terminologies. Si on reprend le rapport de Kinsey dans les années 50-60, la sexualité... Kinsey, c'est la fameuse... échelle pour dire on est très hétéro, complètement hétéro, homo, etc. Alfred Kinsey est l'un des premiers sexologues donc américains qui a créé une échelle qui va de 1 on va dire à 6 entre l'homosexualité même et l'hétérosexualité en démontrant qu'il pouvait y avoir un curseur qui pouvait bouger au cours de la vie ou jamais, voilà. Et en fonction de son échelle, chacun peut s'identifier. Voilà. Là, et on a souvent dit que les jeunes générations, plus que les plus de 30 ans, se baladaient oui. Allègrement un peu sur cette échelle. Ça, c'est vrai ou pas? Alors, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la fluidité hein, au niveau de l'orientation sexuelle. Donc, ça arrive, des contextes de vie, des rencontres, des lectures, ça se passe. On en a beaucoup parlé ces 10 dernières années, mais aujourd'hui, avec la sexualité, on voit que c'est quelque chose... Alors, une orientation ou un choix, chaque asexuel a sa manière de définir les choses aujourd'hui et au niveau théorique, on n'a pas encore vraiment spécifié d'un point de vue anthropologique, on va dire, ou sexologique, ce qui se passe. Donc les asexuels souvent parlent d'orientation sexuelle, sachant que Kinsey avait à côté de son échelle mis un X pour parler des personnes asexuelles. Donc, elles n'entraient pas dans l'échelle de Kinsey entre 1 et 6. Donc, on voit finalement que les modalités, en fait, de la définition d'une orientation ou d'un mode de jouir sont en train vraiment de changer. Et c'est ça qui est important, c'est que signifie aujourd'hui avoir un rapport sexuel et pourquoi la jeune génération, comme on l'a vu dans les récents sondages, n'a plus envie de faire l'amour pour une bonne part, presque 1 sur 2, hein, c'est pas rien.
de 18 à 24 ans. Donc, qu'est-ce qui se passe pour que ces cartes du désir, de la jouissance, soient redistribuées et surtout du côté d'une absence? C'est ce qu'on va demander à Coralie et Jérémy. Bon, bonjour tous les deux, comment allez-vous? Bonjour, très bien, merci. On est ravis de vous avoir. Alors, est-ce que vous avez appris que sur l'échelle de Kinsey, vous n'avez pas de chance, il y en a qui sont à 0, 1, 2. Vous êtes donc sur le X, un peu en dehors de l'échelle. Est-ce que vous assumez ça? Donc, vous êtes un jeune couple asexuel. Est-ce que c'est la bonne définition? C'est ce que ça veut dire, très concrètement, que vous deux, vous êtes amoureux, vous ne faites pas l'amour? C'est exactement ça. C'est la sexualité, pour nous, c'est l'absence de désir sexuel, tout simplement. Donc oui, ça nous correspond complètement. Vous avez de la chance de vous être rencontrés l'un l'autre parce que Magali parlait évidemment du conjoint. Donc vous êtes tous les deux. C'est sûr, il n'y en a pas un qui fait semblant pour. Vous êtes vraiment trouvés et j'imagine avec difficulté. C'est pas évident parce que on parle d'une petite partie de la population. Oui, alors en fait, il y a des asexuels qui acceptent quand même d'avoir des rapports sexuels avec des partenaires, par exemple pour faire plaisir ou par contrainte. Nous, on ne voulait vraiment pas en arriver là, parce qu'on avait déjà vécu ce genre de situation avec des partenaires précédents. Donc, on voulait vraiment rencontrer quelqu'un qui soit asexuel aussi. Et c'est pas dans la rue, on va dire, salut, moi je suis asexuel, et toi, c'est difficile de se rencontrer. Donc, nous, on est passé par un site de rencontre. Un site de rencontre sur lequel on pouvait cocher la case asexuelle, et c'est comme ça qu'on a pu se rencontrer. Et alors, du coup, donc vous avez essayé le sexe. Et vous n'êtes pas vierge, vous n'êtes pas puceau. Vous avez essayé le sexe. Et c'est quelque chose qui vous a pas plu. C'est quelque chose qui vous a dégoûté. Enfin, quel rapport vous entretenez avec cette relation sexuelle que vous avez touché comme ça du bout du doigt et puis finalement abandonné? Oui, en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui nous a jamais plu, en fait, peu importe les partenaires qu'on a eus. Donc, on s'est rendu compte assez vite que, au début, on ne connaissait pas la sexualité, on ne connaissait même pas le terme. Donc, on pensait qu'on avait un problème, en fait, que soit qu'on n'était pas tombé sur les bons partenaires ou qu'on avait un problème de libido, peut-être qu'on n'aimait pas suffisamment le partenaire avec lequel on était. On se posait des questions sur notre orientation sexuelle aussi. Est-ce qu'on n'était pas finalement gay? Voilà, c'était plein de questionnements comme ça. Et nous, personnellement, ça fait depuis peut-être 4 ans à peu près que je sais que la sexualité existe, donc que j'ai pris conscience également que j'étais asexuel. Voilà, c'est assez compliqué. Quand vous avez découvert ce mot asexuel, donc vous êtes en couple depuis, je crois, 3 ans, vous avez découvert le mot asexuel il y a 3-4 ans, donc peut-être un tout petit peu avant de vous rencontrer. Il vous a fait quoi ce mot? Il vous a dit, je l'attendais, ce mot-là, il résout tous mes problèmes et mes questionnements? Oui, oui, complètement, parce que le fait de réussir à mettre un mot sur quelque chose, ça nous fait prendre conscience aussi qu'on n'est pas les seules personnes concernées. Donc on se dit plus, je suis anormal, j'ai un problème. Non, on se dit non, en fait j'appartiens à une certaine partie de la population qui se définit comme ça. Et à partir de ce moment-là, on peut soupirer, on peut se dire voilà, on est asexuel et puis c'est comme ça. Et il y a d'autres personnes pareilles, donc on peut tout à fait trouver quelqu'un, un partenaire de vie qui soit comme ça également. Vous avez évoqué effectivement quelque chose qui revient souvent, c'est-à-dire au départ, la sexualité est vécue comme un problème et avec des questionnements qui se posent. Et ce qu'on voit en cabinet de consultation aujourd'hui, ce sont des couples qui viennent en disant on n'a pas envie de faire l'amour, il n'y a pas de désir, est-ce qu'on est malade, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a un regard stigmatisant aussi de la société qui a été dans ce diktat et cette injonction à jouir depuis
allez, depuis que Internet notamment est là, et avec la pornographie à outrance, qui a donné des injonctions et des codes, jouir 2 fois par semaine pour avoir une bonne santé sexuelle, etc. Donc, est-ce que vous avez ressenti ce regard social aussi, qui peut être dubitatif par rapport à vos témoignages concernant la sexualité? Oui, énormément. Et c'est vrai que même encore, quand on dit maintenant, on ne croit pas, ou alors on pense qu'on n'est pas amoureux, ou qu'on fait la comédie. Et c'est vrai qu'en fait, les gens continuent de penser qu'on a un problème et de vouloir nous guérir, en fait. Donc, de trouver des solutions. Donc, il y a plein de gens, plein de bonnes intentions qui nous disent regardez du porno, faites-vous aider par un sexologue. Enfin, voilà, les gens, ils veulent trouver des solutions en toute bienveillance. En fait, pour nous, c'est pas un problème. On n'a pas besoin de solution, on n'a pas besoin d'être guéri. Et c'est vrai que c'est un petit peu pénible et malaisant de voir notre couple et notre amour sans cesse remis en question, comme si on n'était pas légitime juste parce qu'on ne fait pas l'amour. Après, heureusement, il y a aussi des personnes bienveillantes et ouvertes d'esprit. On n'a pas que des avis comme ça, mais c'est vrai que oui, on en a quand même assez souvent. Le corps médical aussi, ça inclut, parce qu'il y a le regard des personnes, mais peut-être que vous avez consulté, alors je ne sais pas, des sexologues ou des infirmiers, des médecins. Le corps ça concerne aussi le corps médical? Oui, tout à fait. Moi, par exemple, ma gynécologue, j'avais dit je voulais arrêter ma contraception. Du coup, elle me dit, mais je comprends pas, vous avez un compagnon, comment vous allez faire, etc. Et puis je dis, pas besoin de contraception, on est asexuel, on n'a pas de rapport sexuel. Et c'est vrai qu'elle m'avait fait à l'époque, il y a quelques années, des remarques très déplacées en disant qu'on était un couple très très particulier. D'ailleurs, j'en parlais dans le reportage No Sex de Didier Cros, qu'on était un couple très particulier, que c'était bizarre. Elle m'a demandé si j'avais pas eu un traumatisme comme ça, quelconque dans mon enfance. Enfin, même le corps médical qui devrait être spécialiste de ces questions de la sexualité, comme des gynécologues, ne sont pas du tout au fait que ça existe. Est-ce que, Magali Creuset-Calisto, est-ce que finalement, à l'heure où toutes les formes de sexualité, parfois de déviance sexuelle, sont un peu partout dans les magazines, dans les discours de certains, est-ce que en fait, le véritable tabou, le vrai tabou, le dernier tabou, c'est pas l'abstinence ou la sexualité, c'est l'abstinence qui ne concerne pas que les asexuels, qui concerne aussi, vous le rappeliez, aussi le couple, et le couple qui vieillit et le couple qui s'use. Mais est-ce que la démarche est très courageuse, très positive. En plus, c'est un couple à deux, donc ils ont la chance de s'être connus. Mais il doit y avoir, c'est vraiment le dernier tabou, cette abstinence subie ou choisie, les deux. Oui, le dernier tabou, je ne sais pas, en tout cas c'est un tabou, ça c'est sûr. Encore aujourd'hui, même si on en parle de plus en plus, il y a toujours eu dans la population humaine, dans la vie des individus, des personnes asexuelles. Mais moi, le message qui me semble important aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on en parle un petit peu plus. Donc il y a la visibilité, notamment sur les réseaux sociaux, les forums, les rencontres, comme dans le milieu du polyamour, où il y avait des cafés polyamoureux. Maintenant, on voit aussi qu'il y a des rencontres entre personnes asexuelles. Vous avez parlé de sites de rencontres aussi. Ce qui me semble important, c'est de déculpabiliser les personnes qui se sentent en décalage d'une manière générale, parce que la sexualité, c'est quand même un bastion encore très intime, très personnel, et c'est un lieu de liberté. Et si on ne se sent pas libre dans sa sexualité, quelle qu'elle soit, alors bien sûr, il y a des paraphilies, comme on dit, etc. Donc parfois, il faut consulter pour voir comment vivre au mieux. Mais le fait d'être dans une forme d'asexualité, où on appelle aussi l'aphanisis en psychanalyse, qui est un temps de latence et qui n'aboutit pas à la génitalisation. Donc ça, on en parle très peu. Hein. C'est quoi? C'est vu comme une sorte ça a été longtemps vu comme une forme d'immaturité. Freud, avec ses apports, Freud qui est quand même le premier grand théoricien de la sexualité, a fait énormément de travail par rapport aux définitions de la sexualité, mais il avait construit ces différents stades, donc le stade oral, le stade anal, le stade oral,
le temps de latence et le stade génital. Donc l'aphanésis correspond au stade de latence. En général, c'est la préadolescence, et ne débouche pas ensuite sur la génitalisation. Or, on voit aujourd'hui, dans les différents modes de jouir, qu'il y a de moins en moins de génitalisation. Les rapports sont de plus en plus dégénitalisés, soit par le numérique, soit par les accessoires, les sextoys, qui ont fait un bond considérable dans notre société, et la pandémie a aussi accentué ça. Vous parlez même d'orgasme dans le métavers. Voilà. Vous parlez... Au niveau du numérique, on voit aujourd'hui avec le cybersexe, ou le moi cyborg, qui va aussi connaître une sexualité, donc non plus réelle. C'est une nouvelle tendance, et ça s'ancre de plus en plus. Donc le cybersexe, où la sexualité se vit par écran interposé, et même, j'irai même plus loin, avec le métavers et les avatars. Un avatar peut donc représenter une personne, ça devient son identité numérique. Il y a des études qui ont été menées par Serge Tisseron, Frédéric Tordeau ces dernières années, passionnantes sur ce sujet. Et à travers un avatar, on voit que les personnes peuvent jouir, alors d'une manière réelle ou avec un transfert au niveau intellectuel, mais vont avoir une libération des pulsions libidinales via le numérique. Donc, le corps à corps, le toucher, est nettement moins là. Les personnes asexuelles disent qu'elles ont besoin de caresses, de tendresse, mais pas forcément de sexe génitalisé. Donc on voit que la redéfinition du sexe aujourd'hui, elle est très large. Ça nous fait une transition parfaite pour partir au Japon, pour aller à la rencontre d'Agnès Gère qui va nous parler de ces orgasmes, plutôt de ces couples virtuel et de cet amour virtuel. On va essayer d'avoir Agnès avec nous. Donc, Agnès Gère, elle est anthropologue. Vous êtes anthropologue. Bonjour Agnès. Vous êtes anthropologue rattachée à est-ce que vous m'entendez Agnès, à Paris-Nanterre. Et votre spécialité, c'est l'industrie japonaise des simulacres amoureux. Donc on est encore dans le virtuel, sur un tout autre sujet, mais un sujet très proche de ces nouvelles, alors peut-être pas sexualité, mais et sexualité et nouvelles relations amoureuses. Alors qu'est-ce qui se passe au Japon? On a ouvert cette séance, Agnès, en parlant des chiffres d'abstinence et de célibat en France ou aux États-Unis. Au Japon, c'est pareil, c'est même pire, et c'est vécu comme un drame national, c'est ça? Alors, c'est vécu par un drame par les personnalités politiques ou certains autoproclamés experts qui désignent la jeunesse comme coupable, puisque évidemment, elle ne participe pas à l'effort de reproduction nationale. On voit bien que certaines instances prennent très mal le fait que la population tout entière se révolte d'une certaine manière, parce qu'il s'agit d'une révolte, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer tout à l'heure, contre les injonctions à la croissance illimitée. Pourquoi une révolte? Alors, quelle est cette révolte? Que font les jeunes Japonais ou les jeunes Japonaises pour se révolter contre ce célibat ou cette solitude qu'ils subissent? Alors, c'est une solitude qui est subie dans le sens que les cadres structurels de la société japonaise sont totalement désajustés par rapport à l'économie. Le modèle matrimonial est devenu inadéquat. Pour pouvoir se marier, un homme doit gagner 31 000 € minimum par an. Or, seuls 15% des personnes ayant la vingtaine et à peine plus dans la trentaine parviennent à gagner suffisamment d'argent pour épouser une femme et bien évidemment, suivant le schéma préétabli, pour l'entretenir, puisque évidemment, un homme doit être le pourvoyeur. Quant à la femme, elle doit élever les enfants. Et on devine que les femmes non plus sont pas très partantes pour reproduire ce schéma. Donc non seulement il y a pénurie d'époux pour des raisons économiques, parce que depuis l'éclatement de la bulle, les salaires ont baissé, le travail est devenu très précaire, etc. Mais en plus, les femmes elles-mêmes ne veulent plus du tout reproduire ce schéma. Donc toutes les nouvelles générations sont effectivement en train de subir de plein fouet cette crise de désajustement,
entre des idéaux qui sont inatteignables et la réalité. Donc, ils sont célibataires forcés, acculés à vivre seuls parce qu'il n'y a pas de possibilité de se mettre en couple hors mariage et encore moins d'avoir d'enfants hors mariage. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'on l'a tous vécu, c'est à un moment donné, on a tous été un peu célibataires, c'est difficile pour tout le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais savoir qu'on va l'être à vie et qu'on va mourir seul, c'est moins drôle. En France, on a la possibilité de se mettre en couple sans être marié. Eux, ils ne peuvent pas. Donc, ils adoptent des partenaires de synthèse, des partenaires numériques qu'ils téléchargent sur leur smartphone et avec lesquels ils ont des relations amoureuses qui peuvent être aussi sexuelles d'ailleurs. C'est assez intéressant. On peut avoir une sexualité par le biais d'un écran. Alors, c'est quoi? C'est les fameux jeux vidéo. On va voir quelques images de ces jeux ou de ces. C'est quoi? C'est des jeux, c'est des applications. Expliquez-nous. C'est des histoires un peu amoureuses dont on est le héros. C'est un petit peu les trucs d'ado qu'on voyait. Moi, je voyais quand j'avais 15 ans. J'avais les filles faisaient ça un peu. C'est ce genre de petites histoires interactives. Alors, il peut y avoir des aventures dont vous êtes le héros, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on télécharge un scénario préécrit avec des dialogues et on se trouve en vis-à-vis de personnages, on en choisit un et puis on simule une relation amoureuse avec lui. Mais ça va plus loin sur certaines applications, dans la mesure où on peut toucher le personnage pour augmenter le niveau d'intimité, on peut recevoir des messages vocaux, il vous souhaite votre anniversaire, il vous rappelle la liste des courses, il vous accompagne tout au long de la journée. C'est une présence permanente. Tant qu'on a la connexion Internet, en tout cas, il est là pour vous accompagner, même vous envoyer des petits mails, etc. Et il se marie même avec certains d'entre eux. Il se marie avec ces personnages de façon qui n'est évidemment pas dénuée de provocation. Hein, ça fait scandale au Japon. Donc, il y a les fabricants de ces applications, de ces jeux, etc., collaborent activement à cette révolte dans la mesure où la plupart des scénaristes viennent de ce milieu de jeunes révoltés et donc produisent soit des applications en 3D ou en 2D qui permettent d'épouser les personnages, soit organisent des cérémonies collectives ou soit laissent les jeunes femmes aller dans des agences spécialisées dans ce qu'on appelle les solo-mariages pour en fait épouser un personnage de son choix. Ça nous rappelle un peu ce qu'on avait vu il y a quelques années, et vous étiez venu déjà nous en parler avec les Love Dolls. Il y avait eu ce Japonais qui avait épousé en grande pompe aussi sa poupée, alors sexuelle / non sexuelle, amoureuse, et voilà, ils sont quand même très créatifs dans leur malheur. Oui, mais il s'agit de ne pas se laisser faire non plus. Quand on est plusieurs millions de personnes à ne pas pouvoir vivre à deux, c'est quand même un problème qu'il faut essayer de résoudre par les moyens du bord, à vrai dire. Et les jeux sont le moyen qui peut paraître le moins efficace à nos yeux de Français qui avons l'habitude de sortir, faire des manifestations dans la rue. Mais eux m'expliquent que non, les gilets jaunes, c'est très intéressant, mais c'est pas efficace. Ils pensent que travailler sur l'imaginaire, prendre au corps à corps finalement l'imaginaire collectif, c'est beaucoup plus probant. Et ça va finir par marcher. C'est-à-dire que les hommes, les femmes politiques d'ailleurs, s'aperçoivent que là, il y a un mouvement de fond qui touche vraiment pratiquement une japonaise et un japonais sur deux. C'est-à-dire que tout le monde a son poké carré, comme un pocket monster, hein, le monstre de poche. Là, c'est le chéri de poche. C'est très intéressant, on l'a vraiment à portée de main. Vous avez... Magali, je vous en prie. Oui, c'est très intéressant vos propos, Agnès Giard, parce qu'on voit à quel point la sexualité peut être aussi politique. Et là, dans ce mouvement de révolte, est-ce qu'il y a des études de fait sur la satisfaction corporelle, psychocorporelle ou pas, dans cette révolte japonaise des jeunes filles ou des jeunes... Bien sûr. Le gouvernement avait mis de côté des études qui avaient été faites sur le nombre de personnes vierges au Japon.
Ces études avaient été faites en 2010 et curieusement, l'AFP n'a pu les révéler qu'en 2015, au moment même où la Constitution, il s'agissait de la changer. Donc, vous voyez à quel point c'est politique. Le gouvernement voulait reprendre la main sur la capacité de défense et donc le réarmement du Japon. Et à ce moment-là, comme par hasard, on sort la batterie de chiffres qui va désigner coupable cette jeunesse. Sous-entendu, ce serait bien, il leur faudrait une bonne guerre. Et les chiffres sont terriblement stigmatisants, hein, bien sûr, c'est-à-dire que, alors attendez, que je me rappelle, c'est la proportion de japonaises trentenaires, de japonais trentenaires qui n'ont pas fait l'amour serait de 25%. Ils seraient toujours célibataires. Alors évidemment, les chiffres sont biaisés, d'une part parce que de manière très étrange, la proportion de japonaises, elle, a baissé. Celles qui ont perdu leur virginité a baissé. Et autre chose assez curieuse, quand on s'intéresse aux chiffres, on s'aperçoit qu'il s'agit de déclaratifs. Et quand on va un peu plus loin, c'est-à-dire quand on interroge les principaux intéressés, on s'aperçoit qu'ils utilisent le mot puceau pour se désigner avec des catégories différentes. Donc, il y en a qui disent qu'ils sont Shinsei Dotei, c'est-à-dire des authentiques puceaux, mais déjà, on se dit, mais ça veut dire quoi, authentique, par opposition à des second-hand Dotei, c'est-à-dire des puceaux au rabais. Ils ont fait l'amour, mais c'était il y a très longtemps. Alors bon, ils ne sont pas tout à fait puceaux, mais quand même. Et puis, il y a les Shiroto Dotei, les puceaux amateurs, parce qu'ils n'ont jamais eu de relation qu'avec des prostituées. Alors, est-ce que ça compte ou pas ? Il y a les Nijigen Dotei, parce qu'ils ont fait l'amour, mais avec des personnages numériques, des personnages de manga. Alors, est-ce que ça compte ou pas, etc. Est-ce que la masturbation compte pour avoir une sexualité ? On ne sait pas très bien. Rien n'est clair. Et puis, il y a même les Maho Tsukai, c'est-à-dire les puceaux magiques, c'est-à-dire ceux qui se comparent à des ascètes de la montagne, qui cultivent leur virginité pour acquérir des super pouvoirs. Donc, on voit bien que toutes ces nouvelles générations jouent avec les codes. En cause, oui, les notions de qu'est-ce que ça veut dire quoi avoir une relation. Mais alors, dans 1 heure, on va parler dans 1 heure et demie, on va parler du métavers. Le métavers, ça va être un champ, ça va se transformer en formidable partie fine pour toute l'humanité. Ça va être un champ d'exploration. J'imagine la sexologue que vous êtes et l'anthropologue que vous êtes, ça va être formidable de voir toutes ces nouvelles expérimentations et tous ces jeux avec la pop culture et ces références un peu étonnantes. Vous y croyez, vous aussi je suis sûr que vous allez aller sur le métavers pour étudier tout ça, Agnès. Oui, bien sûr, mais il y a déjà des études qui ont été faites et qui montrent qu'il y a du harcèlement sexuel dans les métavers. Oui. On n'en sort jamais. Oui. Et d'un point de vue thérapeutique, ça va être très intéressant aussi, parce qu'on voit pour la résolution de certains traumas, le rôle des métavers, mais comme on retrouve ça aussi au niveau de l'intelligence artificielle qui permet de rejouer certaines scènes et de créer des techniques d'exposition en thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, pour pouvoir résoudre des syndromes de stress post-traumatique, ce qui permet aux personnes de transcender un traumatisme vécu via les jeux vidéo, les jeux en ligne, le métavers, et ça fonctionne absolument très très bien. Donc il n'y a pas... N'allons pas diaboliser, ça fait partie de notre contemporanéité aujourd'hui. Il s'agit de comprendre tous les enjeux. Il n'y a pas que du mauvais, il y aura certainement beaucoup de choses très positives aussi, et d'un point de vue thérapeutique, d'un point de vue du plaisir, mais c'est sûr que ça ne correspond pas à nos codes et nos stéréotypes de plaisir que nous connaissions jusqu'à aujourd'hui. Oui. Notre maître de cérémonie bien réel et non virtuel est avec nous, Boris. Oui, on a des questions évidemment, et on vous en remercie. Comment les couples asexuels résolvent leur éventuel désir d'enfant ? Coralie et Jérémy, est-ce que vous pensez avoir des enfants, et si c'est le cas un jour, comment est-ce que vous allez faire ?
On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus tous les deux, donc moi personnellement je n'en veux pas. Toi t'en voudrais à terme, mais... Après, on s'est toujours dit que l'absence de sexe, ça serait pas un problème, qu'on trouverait un moyen de faire autrement. Enfin, pour nous, c'est vraiment avoir des enfants et avoir des rapports sexuels, c'est complètement décorrélé, donc ça ne nous empêcherait pas d'avoir des enfants quand même. On trouverait un moyen. Alors on reste visiblement, cette notion d'asexualité vous a beaucoup intéressé. Asexuel veut-il dire absence de plaisir personnel, donc aucun ressenti génital? Non, enfin, moi je définirais pas ça comme ça, parce que... Moi, ça dépend. Oui, ça dépend. Enfin, oui, en fait, chaque asexuel est très différent à ce niveau-là, puisque il y en a qui ressentent quand même du plaisir, qui peuvent ressentir du plaisir sexuel, mais c'est pas suffisamment fort pour en avoir envie, pour le rechercher activement, on va dire. Il y en a qui se masturbent, il y en a qui se masturbent pas. Donc ouais, c'est pas forcément absence de plaisir sexuel, c'est plutôt absence de désir sexuel. Moi, je différencie bien les deux, parce qu'on peut avoir du plaisir sans désir, sans forcément le rechercher. C'est très intéressant ce que vous dites parce que dans la description de l'orgasme, il y a 4 phases selon les sexologues Masters et Johnson dans les années 60. Et ces 4 phases de l'orgasme, la première phase, c'est la phase d'excitation. La deuxième phase, donc excitation. Deuxième phase, la phase de plateau. Troisième phase, c'est le climax ou l'orgasme, le pic de l'orgasme. Et enfin, la phase de résolution. Et on voit chez les personnes asexuelles que la première phase, la phase d'excitation, eh bien, c'est celle-ci qui n'est pas enclenchée, qui n'est pas présente, mais ce qui n'empêche pas, pour les personnes asexuelles, comme vous le disiez tout à l'heure, d'éprouver du plaisir. Donc, il peut y avoir quand même un rapport sexuel pour X ou Y raison, pour faire plaisir à son partenaire de temps en temps, ça peut être pour plein de raisons. La phase de plaisir n'est pas altérée, la phase d'orgasme non plus, la phase de résolution non plus. C'est simplement la phase de l'excitation qui, au départ, fait défaut. Et on va creuser ce sillon avec cette dernière question. Un homme asexué, donc asexuel, j'imagine que vous avez voulu dire, oui. A-t-il besoin quand même d'éjaculer ou peut-il complètement s'abstenir? Alors, Magali, ou qui veut répondre? Alors, si vous voulez parler de votre expérience, je ne sais pas. Moi, d'un point de vue théorique, en tout cas, il y a eu une grande légende ces dernières années. Alors, entre guillemets, je reprends cette formule, les couilles bleues. Mais c'est vieux, ça. Voilà. Ça parle beaucoup des... Mais c'est quoi les couilles bleues? on en parle encore, hein, ça s'entend en cabinet de consultation. Il y a cette légende qu'un homme devrait avoir des éjaculations très fréquentes, voire une fois par jour. Alors, oui, un discours sexologique a pu être une éjaculation régulière, entretient la prostate et permet d'éviter le cancer de la prostate. Aujourd'hui, les réponses scientifiques par rapport à ça sont un peu plus nuancées. En tout cas, l'abstinence ne nuit pas à la vie quotidienne. Donc non, avoir une éjaculation tous les jours, ça sert surtout le discours des personnes qui sont soit en hypersexualité, soit parfois dans l'addiction sexuelle. Mais il n'y a aucun critère valide ou valable pour dire qu'il faut avoir une éjaculation tous les jours. D'ailleurs, on parle souvent des hommes et moins souvent des femmes, je tiens à le préciser. On pourrait aussi dire la même chose pour les femmes, mais ça, c'est un discours qui n'apparaît pas dans la société. Merci beaucoup Magali, merci à nos 3 invités en visio, on peut vous applaudir. Et je rappelle Magali, votre livre, Les révolutions de l'orgasme, si ce sujet vous a intéressé, dans 15 minutes, vous faites une dédicace à la librairie juste à côté. Et pour ceux aussi qui sont intéressés, je recommande un reportage que vous pouvez aller voir sur Arte en ce moment. Là, on est fin novembre, il est encore sur la chaîne Arte et sur la chaîne YouTube d'Arte, qui s'appelle No Sex. Et j'en profite pour remercier Didier Creuse, que vous connaissez, Magali, et Coralie et Jérémy, qui nous a permis de nous présenter les uns les autres. Formidable reportage pour parler d'abstinence, d'asexualité et de tous ces sujets. Merci. Merci à vous. On se retrouve dans quelques instants pour notre prochaine session. Le vin est-il devenu infréquentable? À tout de suite.